Pour l'humanité, il est vraiment important d'avoir foi en des valeurs, d'avoir foi en des idéaux. C'est ce qui permet véritablement d'évoluer. Mais le problème, c'est que actuellement, on vit comme une espèce de crise de foi. C'est-à-dire que les valeurs sont souvent remises en question, les idéaux sont remis en question. Certains nouveaux arrivent, d'anciens disparaissent. Et on s'aperçoit que bien souvent, des choses auxquelles on croyait, c'est peut-être pas si évident que ça d'y croire encore maintenant, ou alors il faut différemment. Donc on assiste vraiment souvent à une remise en question concernant la foi dans ces valeurs ou dans les idéaux ou dans les idéologies. D'autant plus que ça s'accompagne de retours fracassants d'anciennes valeurs ou d'anciennes idéologies et qui accompagnent, on pourrait dire, cette crise de foi d'effroi. Parce qu'on peut avoir donc du terrorisme lié justement à ces valeurs ou à l'affirmation de certaines religions ou à l'affirmation de certaines idéologies politiques. Qu'il s'agit d'idéologies politiques ou religieuses, on assiste bien souvent effectivement à beaucoup de scènes d'effroi. Ça fait peur, tous ces gens qui croient tellement fort à des choses qu'ils espèrent l'imposer à tout le monde. Donc c'est intéressant pour ce soir de voir qu'est-ce que nous allons travailler avec ce thème, crise de foi, crise d'effroi. Et sur le thème, par conséquent, donc, ce qu'on appelle quelquefois les extrémistes, ou bien les fondamentalistes, ou bien les intégristes, ou bien les fanatiques. De quoi est-il question quand on parle de tout cela? Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez que notre travail, pendant toute cette année, à travers tous ces différents thèmes, c'est d'arriver à prendre chacun de ces éléments. Nous avons déjà vu donc pas mal de choses dans les 2 premiers mois. C'est de voir comment, à partir des problèmes que nous connaissons, quelle est la cause fondamentale? Quelle est la cause ésotérique? Quelle est la cause en termes d'énergie-conscience? Et puis, quelle est la cause en termes de psychologie concernant justement l'humanité? Ce qui nous permet à nous, de notre tour, finalement, de pouvoir agir d'une certaine manière. Commençons déjà par essayer de définir ce qu'on va entendre pour se mettre d'accord sur ces différents thèmes. Donc, l'extrémiste, ou l'extrémisme, c'est une position qui consiste finalement à défendre radicalement certaines idéologies, certains idéaux. Ça se traduit la plupart du temps par un dogmatisme dans le monde de la pensée. Ça veut dire que la pensée est étonnamment étroite, elle est étonnamment arrêtée, elle est étonnamment bloquée comme ça, et on ne discute pas, c'est comme ça, parce qu'on est absolument sûr d'avoir la vérité. Donc tout extrémiste est quelqu'un qui est absolument certain d'avoir la vérité, qui a la chance d'avoir la vérité, et qui cherche à partir de là à pouvoir l'imposer d'une manière ou d'une autre, donc à l'ensemble des gens qu'il peut considérer. Et puis parmi ces extrémistes, il y a d'autres personnes qu'on va appeler des intégristes, ou des fondamentalistes. Alors ces intégristes ou ces fondamentalistes, c'est une forme d'extrémisme, parce que tous les extrémistes ne sont pas du tout dans cet aspect-là. En effet, on va retrouver des extrémistes dans tous les aspects de la société. Par exemple, tout de suite, quand on pense extrémiste, on a tendance à penser religieux. On pense toujours à certains religieux ou à une certaine forme d'islam radical, etc. Mais c'est oublier que selon la définition qu'on vient de donner, on va retrouver de l'extrémisme partout. Par exemple, un religieux qui est absolument persuadé qu'il ne faut surtout pas s'occuper de matière et qu'il faut s'occuper que de l'esprit. C'est une forme d'extrémisme. Il est à l'extrême d'un point de vue. Il néglige complètement l'autre. Un scientifique, au contraire, qui estime qu'il n'y a que la matière qui compte et que s'occuper de tout le reste, ça ne sert strictement à rien. On va en particulier pas s'occuper de la conscience pour comprendre le monde de la matière. C'est aussi une forme d'extrémisme. Un économiste qui dirait « mais la seule économie valable pour sauver le monde tel qu'il est maintenant, c'est l'ultralibéralisme » et qui traite tous les autres de rigolos, c'est une forme d'extrémisme. Un médecin qui prétendrait que seule la médecine la plus traditionnelle, allopathique, à base de médicaments chimiques, peut soigner réellement les individus, c'est un extrémiste. Ou d'une autre manière, on pourrait dire également que n'importe quel agriculteur ou n'importe quel ingénieur chimique qui dirait que la seule façon pour nourrir le monde dans les années qui vont venir, c'est vraiment l'agriculture chimique pure et dure telle qu'on l'a pratiquée depuis quelques années, c'est aussi une forme d'extrémisme. Vous voyez, donc dès qu'on a un point de vue étroit, arrêté, bloqué, eh bien on est un extrémiste. Il ne faut pas arrêter de confondre extrémiste et terroriste. Tout le monde ne pose pas des bombes ou se fait sauter. Mais n'empêche que dans l'attitude intérieure, on a véritablement
un extrémisme. Vous voyez, donc, et tout le monde de la société est comme ça. J'ai oublié de citer aussi dans le monde de la société ceux qui sont absolument convaincus qu'on ne doit absolument pas avoir d'IVG, que la femme doit absolument garder les enfants qu'elle peut avoir parce que c'est un don du ciel. C'est une forme d'extrémisme. C'est pour vous dire qu'il y en a partout. Il faut vraiment élargir notre façon de voir les choses. Et donc, par contre, les fondamentalistes et les intégristes, c'est une forme particulière d'extrémisme. Ce sont des gens qui sont persuadés qu'on a dilué nos valeurs. Nos valeurs se sont quelque peu dispersées, et on les a un peu perdues, et qu'il faut absolument en revenir à quelque chose de plus fondamental. Il faut en revenir au fondement de notre civilisation, ou bien au fondement de telle ou telle idéologie, ou au fondement de tel ou tel texte sacré. Donc, vous voyez, que ce soit en politique ou que ce soit en religion, on a effectivement des fondamentalistes et des intégristes. C'est une certaine forme d'extrémisme. Et puis on a des fanatiques. Intéressant le mot fanatique. Ça vient du latin fanum, qui veut dire le temple. Les fanatiques, c'était des serviteurs du temple d'Isis, autrefois, ou de Cybèle. Et donc, ce n'était pas du tout un terme péjoratif, c'était simplement des personnes qui étaient véritablement au service du dieu auquel le temple était consacré. Seulement, ces gens-là étaient généralement très, un peu exubérants, très enthousiastes. Ils étaient véritablement porteurs, ils se croyaient en tout cas porteurs de la divinité dont ils servaient. Et donc, ils avaient une certaine forme d'assurance et puis de chercher à communiquer ça à tout le monde. Et on les appelait les fanatiques. Donc oui, ça c'est resté aussi. On est tous un petit peu fanatiques, même si on ne se croit plus forcément gardien d'un temple ou d'un dieu, mais on a eu dans notre adolescence, ou à certains moments donnés, on a tous été un peu fans de quelque chose. Ce qui momentanément est une certaine forme d'extrémisme, parce qu'il n'y a plus que ça qui compte, et c'est très très important. Voilà, pour prendre un petit peu ces termes avec lesquels nous allons travailler. C'est intéressant de voir que ce soir, nous allons faire aussi une synthèse avec ce que nous avons vu depuis 2 mois. Le premier mois, nous avons vu le problème de la vérité, avec qui a tort, qui a raison. Et on a essayé de résoudre ce problème. C'est évident que ça va rejoindre ce qu'on va voir ce soir, car les extrémistes sont absolument certains qu'ils ont raison et que les autres ont tort. Le mois dernier, nous avons vu le problème des frontières, le problème de l'exclusion, et comment finalement on a tendance toujours dans notre esprit ou partout à mettre des barrières, des frontières. Et on a essayé de résoudre aussi ce problème-là. Naturellement, les extrémistes mettent partout des frontières, parce que des frontières entre eux qui ont la vérité et ceux qui ne le sont pas, ou eux qui ont telle nature, et les autres qui sont des étrangers ou qui ne sont pas du tout du même bord, ou du même parti, ou de la même religion. Donc c'est certain que ce soir, vous verrez certaines petites allusions comme ça à ce que nous avons vu déjà depuis 2 mois, puisque le problème de l'extrémisme va aussi rejoindre ces 2 aspects-là. Alors, ça va nous amener aussi d'une manière intéressante à parler à nouveau d'un rayon. Le mois dernier, nous avons parlé du rayon 4, le rayon d'harmonie par le conflit. Et là, ce mois-ci, nous allons parler du rayon 6, le rayon d'idéalisme et dévotion. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas du tout, qui entendent parler de ça du premier coup, qui sont en train de se dire, les rayons, de quoi ils causent? Alors juste un petit mot par rapport à ça. Les rayons, ce sont des grandes énergies conscience qu'on trouve dans l'univers et en particulier dans le système solaire. Et ces grandes énergies conscience sont à l'origine de tout ce qui existe. Vous savez que même scientifiquement, on a l'habitude de dire que tout est énergie. Bon, ça c'est avéré. Eh bien, si tout est énergie, c'est vrai que ce qu'on ne dit pas généralement, c'est que cette énergie, elle a 7 qualités fondamentales. Ce qu'on appelle les 7 rayons. Et que ces 7 rayons, non seulement sont énergie, mais sont aussi porteurs d'aspects de conscience. C'est aussi à la base de l'astrologie, c'est à la base de beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que c'est une science fondamentale parce que c'est ce qui va plus loin en qualifiant le fait que tout soit énergie. On rentre véritablement dans le détail de ces 7 énergies. Le mois dernier, nous avons vu l'énergie du rayon 4, qu'on appelle l'énergie de l'harmonie par le conflit, et qui est extrêmement importante parce que ça qualifie le fonctionnement de l'humanité. L'humanité fonctionne essentiellement, c'est ce qu'on a vu la fois dernière, par ce rayon 4. Aujourd'hui, nous allons voir le rayon 6 qui s'appelle le rayon d'idéalisme et dévotion. Et c'est très intéressant parce qu'il va nous donner quelques éléments de compréhension sur l'histoire de l'humanité dans les derniers 2 millénaires. Si on veut comprendre l'histoire de l'humanité depuis 2000 ans, vous allez voir combien il est important d'arriver à bien comprendre ce que représente cette énergie du rayon 6 d'idéalisme et dévotion. Ça va être une clé.
Alors commençons tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette énergie de rayon? Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Qu'est-ce qu'elle peut amener? On avait vu, je vous le redis aussi, que tous les rayons, les 7 rayons, ne sont pas présents donc dans la sphère terrestre, donc au même point de vue, avec la même puissance. Ils ont des cycles, des saisons, on pourrait dire, ils ont des rythmes, et donc ils se succèdent les uns aux autres. Il y en a souvent 3, 4, 5, quelquefois donc en même temps, mais il y en a toujours un qui est dominant. Et le rayon qui est dominant, eh bien, on dit que généralement qu'il est en manifestation, pour bien dire que voilà, pour l'instant c'est sa saison, c'est son rythme. Et pendant les 2 derniers millénaires, c'est ce rayon 6 qui a été le rayon dominant, et c'était sa saison pleine et entière. Qu'est-ce qui se passe quand un rayon est dominant? Tout simplement, c'est une telle énergie que ça va influencer tout ce qui vit sur Terre. Ça va influencer donc les minéraux, les végétaux, les animaux, ça va influencer les sortes de minéraux, les sortes d'animaux, ça va influencer leur couleur, ça va influencer certaines caractéristiques. Et naturellement, ça influence l'humanité. Ça veut dire que l'humanité sensible à ce genre d'énergie-conscience, eh bien, va traduire cette influence en termes de culture, en termes de civilisation, en termes de structure religieuse, politique ou autre. Donc ça veut dire que pendant 2000 ans, cette énergie de rayon 6 a influencé toute l'humanité d'une manière extraordinairement puissante, telle qu'on va pouvoir le constater ensemble. Et bon, et maintenant, maintenant, il s'en va. Maintenant, il y a un fondu enchaîné, ça ne part pas du jour au lendemain, donc il est en train de se retirer depuis à peu près 300 ans, ça se retire tout doucement, et on peut dire qu'on sent encore quelquefois un petit peu ses effets, mais qu'il est vraiment en train de se retirer, et il change avec un autre rayon, une énergie dont on parlera évidemment plus tard, l'énergie du rayon 7, et donc qui est tout à fait autre chose, et qui à son tour devient une énergie extraordinairement dominante, et qui avait une toute autre structure de société, une toute autre civilisation, et c'est ça aussi un petit peu qui nous fait peur, parce que les idéaux, la foi qu'on avait dans les vieux systèmes du rayon 6 sont en train de partir. On voit maintenant les systèmes nouveaux du rayon 7 qui arrivent et qui nous proposent une civilisation qui n'a rien à voir. Et on ne comprend pas toujours. Et c'est quelque chose qu'on perçoit assez bien entre les gens qui ont déjà passé une 50aine d'années et puis les jeunes. Et on s'aperçoit que souvent, mais quelquefois, les gens qui sont encore un peu imprégnés de rayon 6 et qui avaient des idéaux de notre temps, on croyait à des choses importantes. Oui, c'est vrai. Et puis maintenant, les jeunes, ils ne croient plus en rien. Maintenant, les jeunes, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, ça montre bien, c'est un petit peu caricatural, mais ça dégage quand même qu'on est en train maintenant d'être influencé par 2 systèmes complètement différents. Et que là encore, on est en crise. On ne sait plus très bien à quelle histoire, à quel système se vouer, et ça pose réellement problème. Donc, ça fait 2000 ans qu'il est là. En quoi a-t-il véritablement agi? Qu'est-ce qu'il a produit sur l'humanité? Quel est son effet sur l'humanité? L'effet du rayon 6, ça a été d'éveiller le sens de l'idéal, le sens des valeurs dans l'humanité qui, à l'époque, n'en avait pas du tout. Ça, c'est une chose qu'on a du mal à réaliser. Et que, bien souvent, quand on tourne des films sur l'Antiquité, c'est une erreur. On voit généralement des gens dans l'Antiquité qui se battent pour telle ou telle valeur, pour tel ou tel idéal. Il faut vous rendre compte qu'à l'époque, ils n'en avaient absolument aucun. À part, naturellement, toujours des héros, des sages, des philosophes, des prêtres avancés. Il y a toujours eu des gens remarquablement avancés et qui servaient de guide à la masse. Mais la masse, n'ayant aucune éducation spéciale, n'avait absolument aucun idéal. Leur seule préoccupation, c'était de survivre. C'était qu'est-ce qu'on va manger, c'est d'avoir un peu d'argent, suffisamment d'argent, éventuellement en avoir un petit peu plus pour mieux vivre, mais c'était la seule préoccupation. C'était à peu près ce qu'on pourrait dire une espèce de vie instinctive, pas très loin finalement de la vie animale. Alors les idéaux, n'en parlons pas. Surtout quand vous voyez les conditions sociales qui existaient là-bas, vous imaginez, pour prendre des idéaux qui nous sont familiers, la notion de liberté. Liberté de quoi? Par rapport à quoi? Ils étaient tellement pris dans leur milieu que c'était un mot qui n'était même pas évoqué. La notion d'égalité, non, certainement pas. Fraternité, il n'y en avait pas non plus. Oui, c'est vraiment intéressant de voir que finalement, il n'y avait pas du tout d'idéaux. Ces gens-là adoraient des dieux qui étaient sous forme de statues, et ces dieux-là, on leur demandait simplement leur bonne grâce. C'était très intéressé, parce que ce qu'on attendait des dieux, c'était des bonnes récoltes, c'était d'avoir un peu des récompenses. On leur faisait d'ailleurs des sacrifices un peu aussi formels, et on attendait ça un petit peu en retour. Mais les idéaux, ah non, pas du tout. Ça n'existait pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, le rayon 6
depuis 2000 ans, à éveiller tout doucement ça chez l'humain. Par quoi? Par quelle manière? Très simple. En mettant au premier plan les religions. Les religions ont été le facteur fabuleux qui a allumé véritablement le côté idéaliste de l'humanité. Et là, on a eu deux grandes religions fondamentales, enfin, si on peut dire, ou deux spiritualités. D'abord, la religion chrétienne, avec tous ses dérivés, donc avec le Christ qui est venu justement il y a à peu près 2000 ans, et qui a développé l'idée d'un Dieu transcendant, qu'un Dieu existe. Mais vous voyez, un Dieu beaucoup plus abstrait. Parce que même le Dieu de la Bible, c'est un Dieu bien concret, qui met ses interdits, qui met ses lois, etc., et qui donne la manne ou qui ne la donne pas, qui punit ou pas. Là, non, c'était d'imaginer un Dieu d'amour dont nous sommes tous les enfants. Pour nous, ça nous paraît même banal maintenant, parce qu'on a un sens d'abstraction extraordinaire. Mais à l'époque, c'était tout à fait inimaginable de percevoir ça. On avait l'habitude d'être beaucoup plus concret par rapport à la notion de divinité. Et puis de l'autre côté, le bouddhisme, qui lui amène le sens de divinité intérieure, immanent. Nous sommes, nous tous, fondamentalement divins. Là aussi, c'était totalement nouveau. Et on voit bien comment, à travers ces deux grands mouvements, puis tous les mouvements qui ont déroulé à partir de là, à partir de ces deux grands mouvements, eh bien, on a eu un éveil de l'humanité concernant le monde des idéaux. Le rayon 6 a développé également le sens des valeurs. En effet, les valeurs qui nous paraissent nous aussi tellement maintenant aller de soi, on ne peut pas vivre si on n'a pas un sens des valeurs. Qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce qui est intéressant, qui nous donne des priorités, de choix, etc. Ça nous paraît absolument aller de soi. À l'époque, ça n'allait pas forcément de soi. Ça a éveillé également tout cela. Et puis enfin, j'en ai un petit peu abordé tout à l'heure, le rayon 6 a abordé également donc, le développement du sens de l'abstraction. Chercher à dégager l'humanité du concret, qui était vraiment dans laquelle il était enfoncé, de manière à lui apporter de plus en plus quelque chose qui aille vers une abstraction plus grande. C'est ce qui a développé, par exemple, le goût de la science. Le goût de la science qui s'est éveillé en masse progressivement à partir du XVIe, XVIIe siècle, c'est véritablement quelque chose qu'on doit au rayon 6. Parce qu'il a amené à poser des questions, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Mais sinon, si on s'abstrait, s'il y a des valeurs, il y a aussi des valeurs mathématiques, il y a des valeurs hautes, il y a des valeurs de compréhension, il faut qu'on comprenne ce monde. Finalement, ce serait réaliser que le monde n'était pas aussi simple qu'on nous l'avait enseigné. Dieu a créé le monde, point, cherchez pas, c'est tout, ça s'est fait comme ça. Mais les scientifiques ont commencé à se poser la question, Descartes, le premier, mais moi je voudrais comprendre comment Dieu s'y est pris. Quelquefois, on oppose les gens qui sont croyants à Descartes, aux cartésiens. Ah, pas du tout, hein. Descartes était parfaitement croyant, il ne remettait pas du tout en cause le fait que Dieu ait créé le monde. Il disait, mais moi je veux comprendre comment il a fait. Oui, ça c'est le rayon 6. C'est cette capacité que l'on a à pouvoir donc découvrir, au-delà des formes, des apparences, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on est remonté comme ça de plus en plus dans ce qu'est-ce qu'il y a derrière. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que cette éducation a pu se faire et sur quel plan? Ça s'est passé sur ce qu'on appelle le plan émotionnel. Bon, là, il y a un point important, parce que depuis le début, je vous parle d'idéaux. Et il y a une clé pour bien comprendre la suite, c'est de bien comprendre la différence qui existe entre des idées et des idéaux. Et ça, on le mélange très très souvent. Alors, il faut considérer que, à l'origine de tout ce qui existe, il y a ce qu'on appelle des lois, des principes, des idées. Les scientifiques vont plutôt dire des lois, ou des philosophes ou des ésotéristes vont plutôt dire des principes ou des grandes idées. Mais tout naît toujours d'une idée, d'une conscience absolument gigantesque ou qu'on n'imagine pas. Et finalement, le monde, l'univers, n'est que la matérialisation de ces idées. En tout cas, en science, c'est comme ça qu'on voit la chose. Il y a effectivement un principe et le monde n'est que cette matérialisation. Si bien qu'on peut voir l'importance de deux mots. Le mot idée, qui est voilà, le point d'origine, donc avec un I majuscule, un principe, un fondamental. Et donc, à partir du monde des idées, ça va descendre, ça va progressivement se manifester dans ce qu'on appelle une idole. C'est vrai que souvent, on n'a pas l'habitude de relier étymologiquement idée et idole, et pourtant c'est exactement la même chose. Une idole, c'est une idée en forme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelait les dieux, avec des statues comme adoraient nos ancêtres, eh bien, on appelait ça des idoles, ils adoraient des idoles. Parce qu'une idole, c'était l'image d'un dieu mis en forme. Mais il faut absolument généraliser cette histoire. Ça veut dire que la chaise sur laquelle vous êtes assis est l'idole de celui qui l'a inventée.
de celui qui l'a conçu. Donc tout objet, tout ce que nous faisons nous dans notre quotidien, quand on dit « j'ai une idée, je vais faire ça, ça, ça et ça », ben, au moment où je le fais, c'est une idole. Donc vous voyez, c'est la manifestation de l'idée. Donc tout passe de l'idée donc à l'idole. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est sur le plan mental ici, donc avec l'idée, on est sur le plan physique ici, donc avec l'idole. Il y a un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est ce qu'on appelle l'idéal, le monde des idéaux. Et là, ça se situe sur le plan émotionnel, sur le plan du désir, sur le plan de l'affect. Voilà. Et c'est vrai que idée, idéal, idole, c'est de cette manière que s'incarnent toutes les idées, que descendent toutes les idées. Vous dites, mais ça ne dit pas toujours la différence entre idée et idéal. Non, c'est vrai, mais pourtant avec les plans, c'est très différent. Quand on travaille sur le monde de l'idée, on est beaucoup plus, vous voyez, dans le monde de la science, dans le monde philosophique. Ça peut être des formulations scientifiques, très peu pour nous, des formulations ésotériques, oui, ou des grandes lois, des grands principes, très bien. Par contre, quand on commence à formuler cela d'une manière beaucoup plus idéale, c'est-à-dire beaucoup plus émotionnelle, avec beaucoup plus de fioritures, avec beaucoup plus de goût, là, ça parle beaucoup plus à tout le monde. Oui, si on parle comme ça simplement de l'équivalence entre de l'énergie de la masse dans la formule E égale mc2, oui, voilà, c'est très intéressant comme idée, c'est très très fructueux. Mais par contre, les gens qui ne peuvent pas comprendre, si on leur dit « ouais, c'est fabuleux, parce que si on réussit à exploiter cette formule, ça veut dire qu'avec un litre d'eau, intégralement transformé en énergie, on peut chauffer une ville comme Paris. » Ah ouais, ça serait bien là. Ah non, c'est très chouette ce truc. Oui, je suis passé à l'idéal. Quand on commence à trouver que c'est bien, ça serait bien, ce serait chouette, faudrait le faire, oh oui, bah, on est passé, vous voyez, dans une appréciation, et mon appréciation émotionnelle est beaucoup plus donc dans l'idéal. Alors que l'idée est elle-même très froide. E égale mc2, c'est cela, oui. Bon, voilà. Par contre, avec tout ce qu'on pourrait en faire, ah bah oui, là, je commence à comprendre et ce serait très intéressant. Et puis l'idole, ce serait le moment où réellement ça passe dans les faits, on peut en faire quelque chose. Naturellement, le travail que je viens de vous annoncer du rayon 6, c'était d'arriver à faire la flèche inverse. Il ne s'agissait pas de montrer comment une idée descend, mais comment réussir à remonter depuis l'idole. L'humanité était complètement scotchée au monde concret, au monde des idoles. L'humanité ne vivait qu'avec ce qu'elle avait sous les yeux. Il n'y avait aucune perception de ce qui pouvait se passer derrière. Encore une fois, excepté tous les grands êtres qui, naturellement, se trouvaient là. Et donc, le travail de ce rayon, c'était d'amener progressivement l'humanité à remonter vers l'idéal, et puis de là, de remonter vers le monde de l'idée. Mais ça, pour l'instant, c'est pas le travail, pour l'instant, c'est de remonter vers le monde de l'idéal. Remonter à quelque chose de plus abstrait et un monde des valeurs. C'est le gros travail, justement, donc, du rayon 6. Pour vous donner peut-être un exemple, un deuxième exemple, par rapport à la différence entre l'idée et l'idéal. Quand on travaille sur une idée, par exemple l'idée de liberté, si je cherche à travailler l'idée de liberté, aussitôt je me pose la question, qu'est-ce que j'entends par liberté? Alors je réponds, la liberté d'être, la liberté de faire ce qu'on veut, la liberté de bouger, la liberté de parler, la liberté... Bon. Quels sont tous les plans sur lesquels la liberté s'exprime? Le plan physique, émotionnel, mental, mais est-ce qu'il y a d'autres plans? Il faut voir. Est-ce que je ne confonds pas liberté et libération? Oui. Est-ce que la liberté doit venir de l'extérieur ou est-ce qu'elle vient de l'intérieur? C'est cela, c'est une bonne question. Vous voyez, ça c'est philosopher. La philosophie, c'est de ne pas s'arrêter à l'idée telle qu'elle est simple, c'est de remonter et d'interroger en permanence. Si bien que, vous voyez, quand on est dans l'idée et dans la recherche d'idées, ça pose beaucoup plus de questions que ça n'amène de réponses. Par contre, quand je suis dans l'idéal de liberté, ah, mais c'est très différent. Alors, l'idéal de liberté, pour moi, c'est l'idéal justement qui consiste à être libre, être indépendant, à faire ce que je veux, etc. Mais alors, est-ce que tout le monde est libre, à ton avis? Ah, mais non, mais tout le monde n'est pas libre, c'est ça qui est dommage. Moi, je milite vraiment pour la liberté, pour que tout le monde soit de plus en plus libre. Mais c'est pas facile d'être libre, parce qu'il faut avoir les moyens aussi. Parce que, par exemple, si tu es libre, tu n'es pas libre d'acheter ce que tu veux, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Donc, pour ça, il faudrait qu'on ait un peu plus d'argent. Donc, il faudrait militer pour qu'on ait un peu plus d'argent, pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. Vous voyez la différence? Quand je suis dans l'idéal, j'ai beaucoup plus de réponses que de questions.
Et on sent bien tout le côté affectif, tout le côté émotionnel, que ça serait bien, il faudrait, il n'y a qu'à... Bon, voilà. Là, on est complètement là-dedans. Voilà pourquoi c'est intéressant de voir la différence entre les deux et de voir que l'histoire du rayon 6, dans un premier temps, c'était d'amener l'humanité au niveau des idéaux. Parce que l'humanité, faute d'avoir développé le mental, faute de scolarisation, l'humanité ne pouvait pas avoir accès encore aux idées. Donc il fallait remonter progressivement à partir de l'idéal. Donc c'est ce qui a été fait avec le rayon 6. L'ennui, c'est que le monde de l'idéal, comme je viens de vous le dire, il est sur le plan émotionnel, sur le plan du désir. Ça veut dire qu'en fait, tout ce travail consiste en quelque sorte à une espèce de transmutation du désir. Au lieu de désirer des choses très matérielles et très concrètes, c'est de désirer d'autres valeurs, des choses un petit peu plus abstraites. Mais ça reste du désir, ça reste affectif, ça reste émotionnel, ça reste quelque chose auquel je réagis très fort. Ça me passionne, c'est chouette, c'est bien, il faudrait. Et pour peu qu'éventuellement je sois de plus en plus intéressé, passionné par cet idéal, ça m'enflamme complètement et je deviens totalement cet idéal. Cet idéal, mais il prend le contrôle de ma tête, il prend le contrôle de mes actions, il prend le contrôle de tout. J'estime que d'un seul coup, ça y est, j'ai trouvé la vérité, c'est la vérité géniale. Et je ne dois pas la garder pour moi, je dois absolument la divulguer à tout le monde, je dois prêcher, je dois être missionnaire, je dois pouvoir réussir à ce que tout le monde soit au courant de cette vérité. Et éventuellement par la force ou la persuasion ou la conviction, si jamais les gens ne veulent pas entendre, parce que c'est pour leur bien. Il faut qu'ils se rendent compte que la vérité est là. Vous voyez, vous commencez à voir un peu le monde depuis 2000 ans. Vous voyez comment on passe d'un seul coup de religion d'amour, de religion d'unité ou d'enseignement à des choses qui peuvent conduire à l'inquisition, qui peuvent conduire effectivement à des comportements tout à fait effroyables, pour reprendre le titre de ce soir, parce que on a obligé les gens à croire, ou on les a brûlés s'ils ne croyaient pas, alors, encore une fois, au niveau religieux ou au niveau politique, s'ils n'avaient pas la bonne foi. Donc on voit bien que le problème, c'est qu'à un moment donné, quand l'émotionnel a tendance à s'enflammer, voilà, ça donne toujours quelque chose qui est extrêmement dangereux, parce que ça peut aller extrêmement loin. Parce que justement, ce n'est pas raisonnable. Le mental n'est pas encore suffisamment présent. Et donc, comme ce n'est pas raisonnable, voilà, ça va comme ça. Donc, le rayon 6, travaillant sur le plan émotionnel, ça donne des caractéristiques un petit peu spécifiques. Ça donne, par exemple, un entêtement extraordinaire, des œillères, une impossibilité d'entendre le point de vue de l'autre. Impossible. Même si je l'entends, si je suis à l'écoute, mais en fait, non, j'entends rien du tout. Je ne peux pas. Et donc, je suis complètement borné dans mon système. Avec un sens, justement, quelquefois de puissance, de violence. Même si je ne le montre pas, mais une violence intérieure. Je deviens un militant. C'est intéressant de voir que le terme militant, militaire, militariste, milice, c'est le même mot, c'est la même étymologie, c'est milice, le soldat. Je deviens un soldat, quelqu'un qui se bat pour son idéal. Ça peut aller jusqu'où? Je ne vous fais pas de dessin, on voit tous les jours dans les actualités. Se battre pour un idéal, tuer les autres pour son idéal. Ça, c'est vraiment l'extrême. Et donc on voit bien que dans le rayon 6, on va effectivement depuis le missionnaire jusqu'au soldat. On va de celui qui peut être vraiment un véritable saint, quelqu'un qui vit tellement son idéal qu'il aime tout le monde. Et il vit cela véritablement. Et puis jusqu'à celui qui va tuer tout le monde au nom de son idéal. On a vraiment, vous voyez, toute cette palette d'extrémités que nous amène justement ce rayon 6 et qui vous montre comment ce rayon s'est développé pendant ces 2 derniers millénaires. Alors souvent on entend dire « Ah oui, mais c'est assez affreux cette histoire, vraiment, ça a fait des dégâts énormes. » Ah oui, ça a fait des dégâts énormes. Ça a fait quelques milliers de morts, quelques millions de morts. Et ça continue. Parce que toutes les guerres de religion, depuis très longtemps, toutes les guerres de religion, sont nées complètement de processus de rayon 6. C'est un système d'idéal. On dit, mais c'est épouvantable. Oui, mais l'autre côté de la monnaie, c'est que c'est génial. Parce que grâce à ça, l'humanité est devenue véritablement idéaliste. Quelquefois, certaines personnes disent les religions ont échoué. Parce qu'on voit par exemple la chrétienté ou dans certaines religions comme ça, les gens sont de moins en moins pratiquants, ils abandonnent les églises, etc. Et donc ça a échoué. Ah non, ça n'a pas échoué. Ça a remarquablement réussi. Le but des églises pendant 2000 ans, pendant juste le temps de ce rayon 6, c'était juste d'amener
vraiment les humains à un idéal divin, un idéal plus abstrait. Et alors? Ben alors, de manière à ce que progressivement, ça quitte le domaine purement spirituel et que ça rentre dans le domaine laïque. Si bien que maintenant, tous les idéaux que nous avons tous, c'est pas du tout la peine de se réclamer d'une religion pour les avoir. Quand on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, quand on parle de partage, quand on parle d'équité, quand on parle de toutes ces valeurs-là, avant, il y a encore ne serait-ce que quelques centaines d'années, ah ben c'était religieux, c'était les prêtres et les moines qui parlaient comme ça. Mais maintenant, c'est tout le monde. C'est que tout le monde est devenu un idéaliste. Tout le monde a des valeurs. Tout le monde cherche un petit peu plus l'abstraction. Tout le monde cherche de plus en plus à aller au-delà. Bon, pas tout le monde, il y en a encore qui sont bien dans le concret, mais voilà, mais ils évoluent progressivement. Mais par rapport à la masse de l'humanité dans ce niveau-là, tel que ça existait il y a des centaines d'années, ça a extraordinairement évolué. Donc le travail du rayon 6, par le biais des religions, a remarquablement réussi. Et alors maintenant? Ben maintenant, au revoir. On passe à autre chose. Mission accomplie. Maintenant, vous voyez, c'est comme un enfant qui quitte une classe pour passer dans une autre classe supérieure. Ben voilà, il quitte les profs, il quitte les matières, il va apprendre autre chose. Enfin, l'humanité est en train de passer maintenant dans une autre classe pour apprendre la suite. Donc c'est pour ça que c'est très difficile, parce qu'on met fin à 2000 ans de civilisation influencée d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il faut comprendre à quel point on est dans une crise de foi et donc d'effroi, parce que ça nous fait peur, cette histoire-là. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne et vers quoi on va. Alors, c'est intéressant de voir cette histoire en reprenant ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir, le rayon 6 s'en va. Il n'est plus là. C'est fini. Sa période n'est plus là. Et là, on se pose question. C'est bizarre, parce que, vu la description du rayon 6, on pourrait avoir tendance à croire que non seulement il est encore là, mais même que depuis quelque temps, c'est comme s'il se renforçait. On assiste à un retour de l'intégrisme dans certaines religions, au niveau politique. On retrouve finalement des théories qui sont vraiment des anciens temps, et c'est vraiment de l'idéalisme pur et dur. On ne voit pas du tout en quoi le rayon 6 est parti. Et ça nous met un peu la puce à l'oreille par rapport à un phénomène vraiment, vraiment important, qui est qu'est-ce qui se passe quand un rayon s'en va? Et ça, je vous le raconte pour le rayon 6, mais on aura peut-être l'occasion de le revoir pour d'autres rayons, parce que c'est quelque chose qui est absolument pour tous. Quand un rayon s'en va, il va laisser les structures qu'il a construites, la culture qu'il a construite, toutes les choses qu'il a pu mettre en place, toutes les choses que l'humanité a mises en place en réaction à cette énergie de rayon, eh bien tout cela se retrouve en quelque sorte un peu orphelin. Pendant 2000 ans, les églises, les idéologies, les nationalismes, tout a été nourri par cette énergie du rayon 6. Elle s'en va, c'est comme si d'un seul coup on avait des structures qui ne sont plus nourries, qui ne peuvent donc plus évoluer, qui ne peuvent plus aller de l'avant, et qui se retrouvent très rapidement affolées et dépassées par les nouvelles choses qui arrivent, les nouvelles structures, la nouvelle culture, et qui se disent, mais on est en train de se faire dépasser, on est en train de se faire doubler. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est leur système? Ils ne peuvent plus assurer un système en pointe. Ils n'ont plus l'énergie pour faire évoluer les structures. Donc, leur seule solution, c'est de faire un grand pas en arrière et d'en revenir au fondement, d'en revenir au point de départ. C'est de se dire, bon, attention, on a eu tendance un petit peu à se faire diluer dans un certain nombre de choses. Il faudrait peut-être en revenir il y a quelques siècles en arrière. Là, les valeurs étaient véritablement bien mises en place. Voilà, par exemple, au niveau de la religion, vous avez une certaine forme intégriste d'islam qui prend peur parce qu'on s'aperçoit que d'un seul coup, l'islam, en rapport avec la société consumériste, bon, ça devient peut-être pas plus souple. Ou bien, face à la démocratie, bon, bah, ça a l'air de s'arranger. Alors que les intégristes musulmans disent non, si on lit à la lettre, hein, pas dans l'esprit, mais à la lettre certains versets du Coran, seule une théocratie doit dominer. La démocratie, jamais, à la lettre. Les autres ont beau dire que, bah non, mais dans l'esprit, c'est pas ça du tout, il faut l'interpréter. Ah non, non, il faut qu'on en revienne là, sinon on va se perdre dans la démocratie. Certains chrétiens fondamentalistes, eux, ont peur du syncrétisme. C'est intéressant, le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est tout simplement... Ah oui, bah, c'est une synthèse.
C'est-à-dire qu'ils disent, il y a de plus en plus de chrétiens, de catholiques par exemple, qui croient, donc dans certains points du catholicisme, ou qui étaient catholiques, mais qui se dispersent. Voilà maintenant qu'il y en a, ils ne se contentent pas de la prière, mais ils vont méditer. Ils ont suivi des petits stages de méditation bouddhiste. En plus, ils ont suivi des petits trucs ou des conférences sur l'ésotérisme, donc ils ont quelques connaissances par rapport à ça. Et puis ils se mettent à croire en la réincarnation. Non mais ça va pas, non? Non mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Donc non, mais arrêtez. Le catholicisme, ça n'est pas une carte de restaurant. Vous pouvez pas prendre une entrée par-ci, un plat principal par-là, et puis un dessert là. Non, c'est un menu. Voilà. Vous prenez tout le menu, ou vous ne le prenez pas, mais voilà, c'est tout. On ne s'amuse pas à essayer de picorer comme ça, faire ce qu'on appelle le syncrétisme. Que chacun fait sa petite religion à la carte. Ça, pour eux, c'est quelque chose de pas possible. Donc on essaye d'en revenir à certains fondements, ce qu'on était avant. Et vous voyez, comme finalement, ça nous met sur une piste intéressante, à savoir que quand il y a processus de cristallisation, c'est une grande nostalgie de l'époque où ces idéaux, ces idéologies étaient extraordinairement vivants. C'est vrai qu'ils ont tous la nostalgie, tous les intégristes, tous les fondamentalistes ont cette nostalgie du temps, il y a 200, 300 ans, où finalement c'était complètement dominant. Les églises dominaient, les nationalismes dominaient. Donc c'était vraiment quelque chose de très important. Et on dit, mais qu'est-ce qu'on faut en revenir là où on était avant? Et oui, c'est ça qui est intéressant, c'est de percevoir que là où on pourrait croire qu'il y a projet d'avenir, c'est uniquement un projet de restauration du passé. Tout ce qui est... Vous pouvez voir si quelque chose est fondamentaliste ou intégriste, c'est simplement à ça. Est-ce que c'est véritablement un projet d'avenir avec des idées nouvelles, qui quelquefois peuvent paraître utopistes et qui font peur aussi? Ou au contraire, c'est des idées complètement déjà éculées, bien vieilles, etc. Et on a tendance à dire « avant c'était mieux ». Regardez au niveau politique. L'Angleterre qui quitte l'Europe. Certains partis politiques français qui rêvent que l'on quitte l'Europe et qu'on en revienne chez nous. La France de chez nous, la France forte, la France vraiment celle qu'on était avant et pas celle qui se dilue comme ça dans l'Europe. Regardez comme finalement, on a ça partout. La Pologne a peur, voudrait en revenir à un État fort où le catholicisme est une religion d'État et impose tout. Et on en est là. Poutine rêve absolument d'en revenir à la Russie des tsars, une grande Russie, un empire, au minimum l'ancienne URSS, reconstruire ça comme c'était avant. Erdogan rêve d'être le nouveau sultan du nouvel empire ottoman, dans lequel il serait le dominant et le nouveau maître, et ça lui donnerait le pouvoir pour essayer peut-être de trouver d'autres choses et trouver d'autres solutions. Trump, aux États-Unis. Et si on en revenait à une Amérique bien chez nous, comme ça, donc, dans nos frontières, et on exclut les autres vous voyez, cette espèce de mouvement qu'on sent partout en ce moment, et qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Il n'y avait pas ça. Là, d'un seul coup, c'est en train de prendre de plus en plus d'importance, parce que le rayon 6 est en train de cristalliser de manière de plus en plus forte. C'est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un chant du cygne. C'est une espèce d'explosion extraordinaire avant effondrement. On en reparlera quand on parlera un petit peu des nations, justement, donc je crois que c'est au mois d'août qu'on va parler de ça. Les nations, les pays dépendent aussi de certains rayons. Et la Russie dépend du rayon 6, comme par hasard. Et naturellement, la Russie est dans un processus de cristallisation qui est très très fort avec Poutine. Mais avant, l'URSS a été aussi dans un processus de cristallisation. Et vous voyez, la cristallisation, on dit ce mot-là parce que tout simplement, c'est quelque chose qui, quand on cesse d'évoluer, on cesse d'avoir l'énergie qu'il faut, on ne peut plus comme ça être souple. On en revient à des fondements, donc ça crispe, ça cristallise. En même temps, le cristal, c'est quelque chose de très très dur, mais de très très fragile. Exemple, l'URSS qui a cristallisé pendant des années, on pensait que ça allait durer très très longtemps, et regardez comme le mur de Berlin s'est effondré en une nuit. Et plouf, et tout a volé en éclats. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer pour tous les fondamentalistes, qu'ils soient nationalistes, qu'ils soient religieux. À un moment donné, ça va casser comme ça. Mais, surtout, c'est pas à nous de le casser de l'extérieur. N'oublions pas que tous ces gens-là sont en train, ils ont leur rôle, c'est important, ils sont en train de clôturer toute une histoire, ils sont en train de clôturer 2000 ans, et si eux sont vraiment bien engagés là-dedans, c'est pas facile pour eux. Naturellement, ils risquent de faire encore beaucoup de dégâts,
Hein, parce que même si ça ne va pas être du jour au lendemain, donc tout ça va se terminer, mais ça va peut-être encore demander 10-15 ans. Donc c'est pour ça que ça va faire encore beaucoup de dégâts, mais de toute façon, c'est quelque chose qui est condamné, parce qu'il n'y a plus l'énergie, et c'est ce qui se passe. Vous savez, on dit en culture que lorsque vous avez un arbre fruitier qui ne porte presque plus de fruits depuis un bon bout de temps, c'est qu'il est mal parti, peut-être qu'il est trop vieux. Puis une année, vous reprenez espoir, vous dites oh, « cette année, il est couvert de fruits, certainement, ça va super bien ». Non, c'est son champ du cygne. L'année d'après, il sera mort. C'est comme s'il faisait un dernier effort pour assurer sa reproduction, puisque les fruits, ça sert à ça, et après, il meurt. Donc c'est très intéressant de voir que finalement, c'est ce qui se passe dans nos civilisations, c'est ce qui se passe avec ce processus de cristallisation. Pour l'instant, on a plein de choses qui ont l'air extrêmement dangereuses, qui nous affolent tous, qui nous créent de l'effroi, on dit mais où ça va, mais qu'est-ce qu'on va devenir? N'ayons pas peur. N'ayons vraiment pas peur, c'est juste comme ça le coup de l'arbre fruitier, ça va effectivement faire des dégâts, il y aura encore des morts parce qu'on ne pourra pas empêcher les gens de poser des bombes, mais de toute façon c'est quelque chose qui s'effondre. Il ne faut pas avoir peur non plus de penser que tout le monde va suivre l'Angleterre comme ça dans un système de chacun pour soi, non, ça aussi c'est un temps, et puis on reviendra dessus, même l'Angleterre reviendra sur ce processus, et donc les choses reviendront dans une notion avec des nouveaux idéaux de partage, des nouveaux idéaux de groupe, qui seront vraiment les nouveaux idéaux tels qu'ils arrivent maintenant, mais ils font très peur. Et donc tous ces gens n'en veulent pas, ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir, surtout pas ça, revenons-en à comme c'était auparavant. Oui, ça c'est la grande trouille qu'on a. Bon. Voilà comment ça peut vous expliquer cette histoire de rayon 6. Juste avant de finir, attention pour nous de ne pas nourrir, de ne pas donner d'énergie à tous ces extrémistes. Comment est-ce qu'on peut faire pour donner de l'énergie? Tout simplement en les combattant. Quand vous avez un extrémiste devant vous, n'oubliez pas, un fondamentaliste, il manque d'énergie. Si vous lui en donnez en le combattant, ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc, on ne les combat pas. Donc intérieurement, vous les reconnaissez, vous voyez qu'ils sont en train de faire ça, vous voyez que pour eux, voilà, c'est important peut-être pour eux, ils en sont là, ils ont besoin de travailler ça, ça peut être d'un apport par rapport à l'humanité, mais voilà. Mais surtout, ne combattez pas, ne les traitez pas de tous les noms, n'ayez pas l'impression que... parce que c'est effroyable. Et n'oubliez pas que finalement, à partir du moment où vous réagissez par rapport à un extrémiste, vous devenez forcément vous-même un extrémiste. Ça, c'est très désagréable à voir. Mais quand on réagit violemment par rapport à quelqu'un qui est violent, je deviens pareil. À partir du moment où, évidemment, je réussis à dire « Comment peut-on penser des choses pareilles? Mais comment peut-on dire ça? Mais c'est une honte! Mais ces gens-là, il faudrait les... » Pardon? Non, rien. Ouais, c'est là que c'est intéressant de voir que finalement, face à des extrémistes, on devient nous-mêmes extrémistes. Et d'ailleurs, on retrouve ce qu'on a vu le mois dernier avec le rayon 4, que moi, finalement, là, on retrouve nos deux polarités, hein, le point de vue A, le point de vue B, et que finalement, c'est là qu'il va falloir trouver l'harmonie à travers, justement, ce conflit. Bien. Essayons de voir le problème des gens qu'on rencontre en tant qu'extrémistes. Actuellement, essayons d'avoir une petite réponse par rapport aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. On pourrait dire qu'il y a 3 catégories d'individus qui sont véritablement dans cet extrémisme. La première catégorie, ce sont des personnes qui sont vraiment des idéalistes, peut-être depuis longtemps, depuis un certain temps, et qui, à partir de là, ont vraiment développé quelque chose d'important, et qui va nous donner la clé, justement, de ce que représente le problème psychologique donc, relié à cette histoire-là. En effet, il faut arriver à se rendre compte que si on s'interroge en se demandant mais pourquoi, par exemple, le nationalisme est autant relié au rayon 6? Pourquoi c'est relié à l'idéal comme ça? Quel est le rapport? Il va falloir se rendre compte qu'en réalité, ce qui est en jeu, c'est un développement psychologique qu'on appelle l'individualisation. Le rayon 6, comme autre rapport, a amené l'individualisation dans l'humanité. Sortir de la masse, sortir de l'inconsistance pour devenir quelqu'un d'affirmé. Moi, je. Le rayon 6, il affirme ça. Comment? Prenons un exemple. Prenons l'adolescence. Les adolescents,
Ce sont des personnes qui donc sortent comme ça de tout ce qu'ils peuvent croire ou des valeurs de leurs parents ou des gens dans lesquels ils vivent, dans leur milieu, et qui rentrent progressivement donc dans un autre milieu. Ils cherchent par le sens du goût, car ce sens du goût est un sens très important, ils cherchent à développer ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Leur sens des valeurs, leurs idéaux. Et donc très très rapidement, ils vont essayer de voir, dire ça j'aime pas, ça j'en veux pas, ça j'en veux. Et donc ça va devenir très très clair pour eux. Ils vont se rendre compte qu'en faisant cela, ils vont se détacher de plus en plus des goûts de leurs parents. Ah bah mes parents ils aimaient ça, alors moi pas du tout, alors, mes parents ils aimaient pas, moi par contre moi ça, mes parents ils aiment pas. Donc vous voyez, c'est comme ça que progressivement on va devenir quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où j'ai toute mon échelle de valeurs, j'ai tous mes goûts, et je l'affirme, je deviens quelqu'un. Et c'est plus j'affirme, plus je deviens quelqu'un. Donc le rayon 6 chez les adolescents, c'est l'art justement d'arriver à devenir quelqu'un en développant très précisément ces spécificités, ce à quoi j'ai goût, ce que j'aime pas. C'est ça qui va être la clé. Et puis, d'ailleurs, on va le voir comment, en tant qu'adolescent, la plupart du temps, j'ai des idoles, moi aussi. J'admire telle ou telle personne. Je vais admirer tel footballeur ou tel chanteur ou tel grand être, etc. Je vais mettre des posters peut-être dans ma chambre. Alors là, ça va dépendre un petit peu des époques. Hein. Donc, ça peut aller de Lady Gaga, Maître Gims, ça peut être... mais avant, c'était le commandant Cousteau, ou Gandhi, ou Che Guevara, bon, selon les époques. Mais tout simplement, on idéalise des gens tout simplement pour se dire, mais voilà, je voudrais devenir comme lui. Lui, il a des valeurs. Lui, il a une idéologie. Alors, ça peut être simplement une idéologie de vedette, comme ça, mais voilà. On se projette par rapport à cela. Et donc, c'est comme ça qu'on va se construire. Et bien des adultes, quand on leur pose la question, disent que leur vocation ou leur métier, c'est parce que dans leur jeunesse, ils ont admiré particulièrement telle personne, ou dans un film, ou à travers un bouquin, ou à travers sa vie, ou à travers ses actes. Et donc, à partir de là, ça a été un modèle. Et vous voyez comment finalement on se construit comme ça, comment on devient une personne adulte à partir des idéaux, à partir de ce sens du goût qu'on a réussi à utiliser et qui nous amène à dire, voilà, moi ce que j'aime, ce que je voudrais, c'est ça, être comme ça. Et donc voilà pourquoi s'individualiser est un grand processus de rayon 6. Et c'est vrai que la clé de ce rayon, qui va nous expliquer aussi d'autres choses au niveau psychologique, c'est que finalement, ce que ça a amené véritablement dans l'humanité, c'est qu'à travers tous ces idéaux, toutes ces possibilités d'idéaux, on peut se construire. Surtout qu'à l'époque, il y a encore 150 ou 200 ans, il n'y avait pas tellement d'idéaux à la disposition des jeunes, comme ça, quand ils étaient dans leur milieu, dont on ne sortait pas si facilement que ça. Mais maintenant, avec Internet, mais vous avez accès à tous les idéaux. Et de même qu'on dit tous les goûts sont dans la nature, ben oui, tous les idéaux sont dans la nature. Et vous pouvez tout voir, vous pouvez adhérer à tout. Et donc finalement, on peut s'apercevoir que chacun peut avoir sa définition. Regardez par exemple, si on nous demandait là tous, chacun, quelle est notre définition du bonheur? Je suis certain qu'il n'y en aurait pas deux rigoureusement semblables. On aurait chacun, selon nos goûts, selon ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, notre définition du bonheur. Et le fait d'affirmer ça, c'est s'affirmer soi-même. J'existe parce que moi, mes valeurs, c'est ceci, cela. Voilà pourquoi, vous voyez, l'importance de ce rayon 6, grâce au développement du goût, grâce à la capacité de choisir des idéaux et des valeurs, c'est ce qui a fait qu'on s'est construit. Ça a donné de l'importance au moi-je. Et voilà pourquoi on est maintenant dans une société d'individualisme dans laquelle le moi est tellement important. Il est dominant, quelquefois même séparatiste par rapport aux autres. C'est moi, ma vie, c'est d'abord ça qui compte. Et naturellement, le nationalisme, c'est exactement la projection de l'individualisme, mais au niveau d'un État. C'est pareil, c'est plus un individu qui dit « moi d'abord », c'est un État qui dit « moi d'abord ». Mais c'est exactement la même histoire. Voilà pourquoi le rayon 6 a développé l'individualisme chez chacun d'entre nous et le nationalisme dans les processus donc, des nations, dont on a vu un certain nombre d'effets dans la guerre de 39-40. Donc, à partir de là, mon premier personnage dont je parlais tout à l'heure, c'est intéressant de voir que c'est vraiment quelqu'un qui a une forte personnalité. La première catégorie de personnes qu'on trouve justement, ce sont des gens qui ont une forte personnalité, qui croient très fortement, qui ont été vraiment construits par des idéaux. Et ils sont tellement forts maintenant dans ces idéaux, ils sont tellement puissants dans leurs idéaux, qu'il faut faire la différence entre le mot « servir un idéal » et se servir d'un idéal.
Les idéalistes croient toujours qu'ils sont au service de leurs idéaux. Ils croient toujours qu'ils sont au service de leurs valeurs. Ils croient toujours qu'ils sont extraordinairement dévoués face justement à leur processus de valeurs. Mais il y en a, bien sûr. Mais il y en a tellement qui ne sont pas du tout au service de leurs valeurs, mais qui se servent de leurs valeurs, qui se servent de leurs idéaux pour exister pleinement, pour avoir du pouvoir, ou plus d'argent, ou plus d'influence. Et on voit ça partout, dans tous les domaines. À partir du moment où quelqu'un affirme très très fort son idéal personnel, vous notez que si c'est personnel, si c'est individuel, c'est forcément pour lui. Et c'est là où justement, vous voyez, il y a une espèce de fil rouge qui n'est pas du tout évident à toujours à trouver, entre servir un idéal, ce qui demande quelque peu d'être décentré, quelque peu impersonnel, et au contraire se servir d'un idéal, parce que grâce à ça, je vais de plus en plus exister. Car le processus du rayon 6, le processus consistant justement à être de plus en plus précis dans ce qu'on veut, dans ce qu'on aime, dans nos idéologies, nous amène à exister de plus en plus puissamment. Naturellement, ces gens-là, qu'ils soient dans le domaine de la politique ou des religions ou de n'importe quel autre idéal, ils ont une vision très claire du pouvoir qu'ils veulent avoir, de ce qu'ils veulent changer dans la société et dans le monde. Mais tout seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Ils ont donc besoin de recruter. Et ils vont recruter deux autres catégories de personnes. La première catégorie de personnes dont on pourrait parler, ce sont des personnes qui sont effectivement elles-mêmes très idéalistes. Des gens qui ont un sens justement de l'idéalisme, qui cherchent toujours des idéaux, même depuis l'adolescence. Ça peut commencer tout à fait à l'adolescence, puisqu'on est tous quelque peu idéalistes au moment de l'adolescence. Donc c'est là que ça commence. Et ces gens-là, ils vont savoir leur parler, ils vont leur dire, ils vont leur montrer que voilà, tel idéal. Souvent, ce sont des gens qui sont paumés parce que actuellement, il y a de moins en moins d'idéaux. Souvent, par exemple, dans certaines campagnes présidentielles ou des campagnes politiques, regardez comme ces gens idéalistes vont vous dire « mais on ne nous parle que de chiffres, de statistiques, de ceci, de cela, etc. Taux de TVA, taux de machin, des économies, tant de milliards. » Ça ne fait pas rêver, hein. Pour un idéaliste, ça ne fait pas rêver du tout. Alors, faites-nous rêver. Ah il y en a qui vont vous faire rêver. Il y en a qui vont vous dire, eh bien, revenons à une France forte, extraordinaire, puissante. Mais vous avez les chiffres, comment vous allez faire? Ah non, on n'a pas les chiffres, on s'en occupe pas, c'est pas important. Et voilà, des gens qui vont évoquer des idéaux. Tous les autres vont crier, mais c'est n'importe quoi, c'est du populisme. Ouais, mais ça fait rêver. C'est idéaliste. Et donc beaucoup de gens vont suivre ça. Beaucoup de gens vont suivre éventuellement un processus religieux qui ferait rêver comme ça, de dire enfin des gens qui arrêtent de nous parler chiffres, statistiques, pratiques, et qui nous proposent une certaine vision. C'est important, vous voyez, d'avoir une vision. Si on n'a pas de vision, si on n'a pas de valeur, on va nulle part. Et puis enfin, ils peuvent recruter une deuxième catégorie de personnes. C'est des gens qui sont quelque peu paumés. Des gens qui sont un peu laissés pour compte par rapport à la société. Et donc qui n'ont pas forcément spécialement d'idéaux. Voilà. Et donc à partir de là, ce sont des personnes qui, lorsqu'ils entendent parler ces gens qui leur proposent enfin de s'occuper d'eux, alors ils trouvent ça extraordinaire. On leur dit, mais viens avec nous. Tu vas devenir quelqu'un. Tu as raison de te révolter contre cette société pourrie qui ne s'occupe pas de toi, de cette société où il n'y a pas de place, de cette société où c'est toujours les mêmes qui ont le pouvoir et la richesse. Viens avec nous. On va mettre cette société par terre. On va en créer une nouvelle. Et tu seras un héros. Tu seras vraiment quelqu'un de bien. Tu seras quelqu'un, enfin, qui existe complètement. Vu l'importance, vous voyez, de l'individualisme, c'est super. C'est génial. Je viens, je vous suis. Oui, cette analyse sociologique, là, elle est assez courante dans les médias, de voir quels sont les terreaux sur lesquels poussent un petit peu tous les gens qui vont aller vers ce genre d'idéaux. Mais ce que je voulais vous montrer, parce que souvent c'est ce qu'on ne dit pas, c'est l'importance psychologique de la chose. C'est vous montrer combien tout ce processus d'extrémisme est relié au moi-je. C'est relié à l'importance de la construction de la personnalité. Je me construis à partir d'idéaux, et j'ai tellement besoin d'affirmer mes idéaux que je deviens souvent un extrémiste, pour bien montrer que j'existe et que je ne suis pas quelqu'un d'autre. Et qu'à partir de ce moment-là, je peux devenir quelqu'un qui a un réel pouvoir sur les autres, qui peut influencer les autres, et qui se sert de ces idéaux pour pouvoir justement avoir une place dans le monde et dans la société.
Donc c'est important, oui, de voir que c'est très relié à ce processus d'individualisation et que c'est pour ça qu'on est dans une société où tout ça, ça se mélange. Alors tout à l'heure, je posais la question, est-ce que ça peut nous toucher, nous? Est-ce que nous, on peut devenir extrémistes? Ben oui, évidemment que nous sommes extrémistes. Si je vous racontais tout ça, en vous disant, vous avez compris, donc l'extrémisme, c'est à cause du rayon 6, c'est encore plus fort maintenant parce qu'il est en train de partir, c'est la processus de cristallisation, et c'est relié au principe d'individualisation. Merci, bonsoir, voilà. Ça n'aurait aucun intérêt. Ce qui commence à avoir de l'intérêt, c'est en quoi ça nous concerne et qu'est-ce qu'on peut y faire. Donc, comme l'extrémisme, c'est chaque fois qu'on est intensément personnel, il va de soi que nous sommes très souvent intensément personnels dans notre quotidien, et par conséquent, nous sommes aussi des extrémistes. Pas tous les jours, pas tout le temps, par moment. Par exemple, chaque fois que nous voulons absolument affirmer quelque chose avec force, puissance, convaincre, on est un extrémiste. Chaque fois qu'on pense quelque chose en nous très puissamment, on est à peu près persuadé que on a raison. Mais bon, on écoute les autres quand même. On vous dit non, moi je ne suis pas extrémiste. Sauf que j'écoute l'autre par politesse, mais que intérieurement je me dis je m'en fous, j'ai raison. Elle m'est complètement égal ce qu'il dit. Mais j'écoute. Mais c'est pas intéressant. Forme d'extrémisme. Donc oui, chaque fois qu'on est dans son truc, chaque fois qu'on est un petit peu sur sa planète comme ça, c'est une forme d'extrémisme. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu d'un fil rouge entre servir et se servir. On va le retrouver un petit peu partout, ce fil rouge. Par exemple, je suis quelqu'un qui défend une idée, un idéal, par rapport à une association, par rapport à un parti politique, par rapport à une religion, par rapport à un système de valeurs. Et je parle au nom du groupe, je parle au nom de l'ensemble, je parle au nom de l'association, je parle au nom des gens qui sont... Je parle au nom de toutes les personnes qui ont cet idéal. Et j'en parle d'une manière impersonnelle. Je présente cette valeur-là. Je ne cherche pas du tout à l'imposer à qui que ce soit. Voilà, moi, je témoigne de ça. Ok, là, véritablement, je suis un idéaliste non extrémiste. Voilà, je propose cet idéal, je le vis, et certainement, ça fait du bien. Mais la ligne rouge est très vite franchie quand d'un seul coup je m'enflamme un peu plus. C'est-à-dire que au lieu de présenter les choses, non, puis c'est important, je sens que quelqu'un est intéressé, donc je l'accroche un peu plus. Non, mais c'est très intéressant parce que moi, par exemple, si je regarde dans ma vie, alors moi il s'est passé ça, et puis toi, top, je deviens un extrémiste. Dès que j'en fais une affaire personnelle, je deviens un extrémiste. Dès que j'en fais une affaire personnelle. Vous voyez, l'extrémisme, c'est devenir personnel. Bon. On pourrait dire aussi, tiens, troisième exemple, comment devenir un extrémiste sans s'en rendre compte, que quand j'ai un idéal, mais que je m'occupe beaucoup plus de la manière et de la méthode d'appliquer cet idéal que de l'idéal lui-même, je deviens un extrémiste. Par exemple, vous avez des religieux qui vont vous parler d'unité, d'amour. Ok. Puis il y en a qui, comme par hasard, vont insister beaucoup plus sur la manière dont vous devez appliquer ça. Et qui vont insister sur, puis tu feras ça, puis tu feras ça. Par contre, tu ne feras pas ça. Et ça, c'est interdit. Et ça, c'est péché. Et ça, ouais, c'est foutu. Vous entendez parler que de faute, que de méthodologie. Vous n'entendez plus du tout parler de quelque chose qui soit évocateur. C'est perdu. L'idéal s'effondre complètement. Vous êtes devenu un extrémiste. C'est ce que, par exemple, c'est ce qui est arrivé au Parti écologiste. Exactement ce qui s'est passé. Nous parler, par exemple, du rapport avec la nature, nous parler de l'intérêt qu'il y a à vivre ensemble, nous parler que tous les règnes de la nature sont ce qu'on appelle les terriens. On évolue tous ensemble et on doit avancer tous ensemble dans l'unité. C'est superbe. À nous d'en tirer les conséquences. Mais quand vous avez des écologistes qui sont beaucoup plus préoccupés par la méthode que par l'idéal lui-même, vous n'entendez plus parler que de méthode. Alors il faut recycler, alors il faut faire ça, alors tu mets dans la poubelle, attention, l'eau, tu ne donnes pas l'eau, dans le fumer, non tu ne fumes pas. Dans la, non, ça tu ne manges pas. Et ta voiture, non, ta voiture est polluée, il ne faut pas. Et on ras la casquette. Et c'est inaudible. Et vous voyez comment on peut tuer un idéal très rapidement, par exemple, par ce genre de méthode. Et on devient un extrémiste. On peut dire, bon, d'accord, donc moi, tous les jours, je deviens un peu, quelque part, un extrémiste. Mais
voilà, je ne fais pas de mal quand même, enfin, c'est juste momentané. Attention, dans un monde d'interdépendance, dans un monde où tout est relié, chaque fois que je suis dans une énergie extrémiste, je nourris tous les extrémismes partout sur la planète. C'est ça qu'il faut concevoir. Oh, si ça n'avait pas de conséquences, juste que moi, dans mon quotidien, ce ne serait pas très grave, mais c'est que le fait d'avoir ça, et le fait qu'on ne soit pas séparés, et qu'on baigne dans l'océan d'énergie qu'est le nôtre, automatiquement, dès que j'ai une attitude, ça nourrit tout ce qui se passe à tous les niveaux. Donc je ne peux pas à la fois, d'une manière cohérente, être contre les extrémistes, et nourrir, mine de rien, ça, moi, par mes petites attitudes au quotidien. On peut dire, mais ça va loin, cette histoire? Bah oui, ça va loin. Et chaque fois qu'on est passionné, on est un extrémiste. Un passionné, c'est un extrémiste. La passion, c'est une inflammation du corps émotionnel. Et je vous rappelle que le corps émotionnel, ça n'est pas un corps altruiste. C'est toujours personnel. C'est pour ça que toutes les voies spirituelles disent qu'il faut se libérer progressivement de l'émotionnel, il faut se libérer progressivement de la passion. Parce que ça me ramène toujours à moi. C'est ma passion, c'est ce que j'aime, c'est fort. Je suis complètement enflammé. Donc dès que je suis passionné, c'est ça. Dès qu'on est amoureux, on est extrémiste. Vous vous souvenez, l'hymne à l'amour d'Édith Piaf? Le soleil bleu, le ciel bleu peut bien s'effondrer, peu m'importe puisque tu m'aimes. Les problèmes du monde, ils peuvent bien, oh, j'en ai rien à faire puisque tu m'aimes. Et puis d'ailleurs, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. C'est pas d'extrémisme, ça? Voilà. Donc momentanément, on est complètement dans un extrême comme ça. On est capable de faire des bêtises et on se fiche absolument de tout ce qui se passe. Je suis amoureux. La compétition, c'est une forme d'extrémisme. C'est la manière d'être le vainqueur et d'éliminer les autres. Et vous savez, vous êtes tous entendus des coachs, bon, c'est de la compétition professionnelle, mais dans la compétition, dire, tu vas rentrer sur le terrain et celui-là, il faut absolument que tu le vois, c'est ton ennemi, et tu ne penses qu'à une chose, tu dois l'abattre. Bon, ben, allons-y. C'est effectivement l'extrémisme. Je vous montre tout ça, on pourrait multiplier les exemples, simplement pour vous montrer à quel point c'est notre quotidien. Mine de rien, chaque jour, si on n'y fait pas attention, on peut être dans cet extrémisme, et donc nourrir l'énergie d'extrémisme, que par ailleurs, peut-être nous condamnons, ou nous réprouvons. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir que c'est là que nous pouvons faire quelque chose. On pourrait dire, bon, d'accord, mais en tout cas, fondamentaliste, non. Il faut voir. Par exemple, je travaille de plus en plus la méditation. Je cherche de plus en plus à ouvrir le cœur, à être de plus en plus dans cette dimension autre. Et puis un jour, je m'aperçois que, voilà, mais plus j'entre là-dedans, plus je conçois ce qui se passe, plus je me rends compte tout ce que ça implique et tout ce que ça veut dire, mais ça m'inquiète à un moment donné. Moi, je ne suis pas prêt à plonger là-dedans, petit pas par petit pas, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, j'en reviens à ma personnalité, à mon moi. Je deviens un fondamentaliste du moi, un intégriste de la personnalité. Plus tard, au retour à soi-même. Bah, ça fait partie de l'histoire. Donc on peut avoir des moments comme ça où on est soi-même intégriste ou fondamentaliste. Oui, mais au moins on n'est pas terroriste. Faut voir. Non, on ne pose pas de bombes. Non, on tue personne. Mais regardez quelquefois la puissance de notre pensée, de nos paroles. Regardez comme si parfois on pouvait tuer quelqu'un à distance par la pensée. Celui-là, si je pouvais. Et vous imaginez l'énergie? Ou bien parfois par la puissance les paroles qu'on peut dire sur quelqu'un, quand on va crier, quand on va l'insulter. Oui, non, on ne pose pas des bombes, n'empêche qu'on n'est pas du tout dans l'innocuité. C'est certain que c'est une certaine forme de terrorisme soft. Donc oui, on peut être fondamentaliste. D'autres manières, on peut être effectivement quelquefois complètement extrémiste et voire quelque peu manipuler des énergies négatives. Bon, ben, on s'en sort comment? Ah ben, on s'en sort avec un processus rayon 6 qui est très intéressant. C'est ce qu'on appelle le processus de la déception. Bon. En effet, le rayon 6, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont, il voit les choses telles qu'il a envie qu'elles soient. Donc quelqu'un qui a du rayon 6, quelqu'un qui est idéaliste comme ça, eh bien, il a une certaine tendance à voir les gens, à voir les choses, à voir les événements tels qu'il a envie. Bref, il projette sur eux.
Mais c'est à un tel point que quand il va voir quelqu'un, il va pouvoir trouver que cette personne est absolument géniale et qu'elle a toutes les qualités dont lui-même rêve qu'une personne puisse avoir. Oui, évidemment, il les projette entièrement. La personne n'a pas toutes les qualités, elle peut en avoir quelques-unes, mais elle est loin d'avoir toutes les qualités projetées. Et donc, souvent, le rayon 6 ne voit pas ça. Par exemple, ça se passe souvent dans les couples. Dans les couples, vous avez quelqu'un qui a du rayon 6, qui fonctionne bien avec ça, et qui idéalise complètement l'autre. Il dit ah, mais c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire, mais c'est vraiment, si vous saviez, c'est vraiment l'homme ou la femme idéale, c'est vraiment quelqu'un de fabuleux, qui a toutes les qualités, qui est comme ceci, qui est comme cela. Les amis ont beau dire non, 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 là tu es aveugle. On dit que l'amour rend aveugle, mais c'est bien vrai, l'amour rayon 6, tu es complètement aveugle. Non, il n'est pas du tout comme ça. Mais si, je vous assure, il est complètement comme ça, il est comme ça. Vous vous rendez pas compte, c'est parce que vous ne le connaissez pas, cette personne. Moi qui la connais très très près, je peux vous dire, elle est absolument comme ça. Le temps passe, et progressivement, les yeux s'ouvrent, disent ah, comment il est. Mais ce que le rayon 6 n'accepte pas tout de suite, c'est qu'il est persuadé que c'est l'autre qui a changé. Comment il est devenu? Moi, quand je l'ai connu il y a quelques années, cette personne, elle était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et il a complètement changé, mais c'est effroyable. Et ses amis qui disent non, 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 il n'a pas changé, on te le disait. Il a toujours été comme ça. Ah non, non, je vous assure, il n'a jamais été comme ça. Il a toujours été comme ça. Tu t'en aperçois simplement maintenant. Et ça fait un choc. Et du coup, je suis déçu. Voilà pourquoi, vous voyez, les rayons 6 sont souvent déçus parce qu'ils ont tendance à tellement tout idéaliser. Une idéologie, une personne, un leader, un parti politique. Et qui s'aperçoivent que d'un seul coup, quand ils ouvrent les yeux, ben non, c'est quelqu'un de banal, c'est un parti politique comme les autres, mais ça n'a rien d'expliqué. Mais pourquoi j'ai trouvé ça? Ils ont tendance au début à croire que c'est les autres qui changent. Même plus qu'ils ont été trahis. Les gens qui sont sensibles au rayon 6 ont toujours l'impression d'avoir été à un moment donné trahis. Par l'autre, par les autres, ou par les situations. Non, non, il faut vous y faire. Le jour où vous ouvrirez beaucoup plus les yeux, vous n'aurez pas ce sens justement de la déception. Alors déception après déception, bon, on dit, bon allez, on se calme un petit peu, maintenant il faut ouvrir les yeux, il faut apprendre à aller de plus en plus vers l'abstraction, arrêter de projeter et voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et c'est là qu'on va arriver à de plus en plus d'abstraction et à remonter vraiment vers des idéaux de plus en plus subtils, sortir de l'extrémisme, grâce à deux qualités du rayon 6. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que ce sont deux qualités qui sont très ambivalentes. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite l'aspect défaut. Le premier couple de qualités, c'est purification et épuration. En effet, quand on a du rayon 6, c'est une constante. On a toujours besoin de se purifier. On a toujours besoin d'éliminer. On ressent le besoin constant de se libérer, de s'alléger. Et donc c'est très important ça par rapport à ça. Et effectivement, au niveau subtil, au niveau émotionnel, c'est grâce à ce processus donc, de purification qu'on va être de plus en plus décentré, de plus en plus en rapport avec l'ensemble. On va être de plus en plus justement dans cette globalité. C'est ce qui va nous permettre de nous sortir quelque peu du moi égoïste pour avoir des valeurs de plus en plus subtiles. Épuration. Purification. Deux qualités fondamentales, tant que je me les applique à moi. Deux affreux défauts quand je commence à vouloir les appliquer aux autres. Quand je commence à dire aux autres, purifiez-vous, mes frères, faites pénitence. C'est l'horreur. Quant au terme épuration, si j'ajoute ethnique, vous voyez un petit peu? Et c'est ça qui est intéressant, c'est toujours ce fameux fil rouge du rayon 6. C'est vraiment des qualités très intéressantes quand on se les applique à soi-même, qui deviennent des défauts, qui provoquent vraiment beaucoup d'effroi, à chaque fois qu'on veut les appliquer aux autres. Le deuxième mot qui est important, c'est le mot sacrifice. Là encore, on voit bien l'ambivalence. Le sacrifice, c'est vraiment la capacité que l'on a soi-même de se rendre compte que progressivement, plus on s'élève, plus on a des idéaux qui s'élèvent, plus on a des idéaux d'une globalité, et plus il va falloir sacrifier un certain nombre de choses dans mon petit moi, parce que sinon c'est incohérent. On se rend compte qu'il va falloir mettre en place un principe de renoncement, de renonciation. Par exemple, je découvre tel idéal de vie de groupe, tel idéal d'ensemble, tel idéal planétaire. Et je me dis, mais attends,
vu comment je vis là, moi, tous les jours, non, c'est incohérent. Si je continue de vivre comme ça, alors que j'ai cet idéal, ça ne va pas le faire. Donc je me rends compte qu'il va falloir que je renonce, mais à mon rythme, moi-même, comme je le décide. Personne ne m'oblige à quoi que ce soit. Mais voilà, je le sens, progressivement, il faut que je renonce à ça pour être cohérent avec moi-même et avec cet idéal plus large. Et puis une fois que je progresse, il faudra que je fasse des renonciations de plus en plus grandes. Voilà. C'est pour ça qu'on peut dire que le sacrifice est vraiment un processus qui fait qu'on sacrifie soi-même, en soi, des choses, des valeurs moins importantes face à des valeurs plus importantes. Mais si je l'impose aux autres, sacrifiez-vous, donnez votre vie pour les autres, faites-vous sauter, finissez en martyr, sacrifiez votre vie à la cause. Vous voyez l'horreur ? Et c'est ça qui est intéressant, vous voyez, dans ce rayon 6, c'est là on voit bien constamment que on peut passer vraiment d'un point à un autre. Tant qu'on utilise ces mots, ces valeurs pour soi-même, c'est vraiment un instrument de libération. Quand on veut les instaurer pour les autres, c'est au contraire un truc tout à fait épouvantable et qu'on voit dans notre actualité constamment. Comment ces mots peuvent arriver à devenir extraordinairement porteurs de choses négatives parce qu'on veut les imposer aux autres ou les proposer aux autres. Alors, à force de purification, à force d'arriver à remonter avec des petits sacrifices, des petits renoncements, on va être de plus en plus ouvert à l'ensemble. De plus en plus dans la globalité. Et là, on va toucher justement, au départ, ces nouveaux idéaux, dans lesquels les idéaux personnels, le moi-je, l'égoïsme, le moi d'abord, le nationalisme, moi j'ai raison, moi tout ça disparaît progressivement dans le nous, dans l'ensemble, dans la globalité, dans le planétaire, dans l'humain, dans tous nous ensemble, la nature, les terriens. Et plus on se développe comme ça, plus on ouvre le cœur. Plus on ouvre le cœur, plus on s'ouvre véritablement à la globalité. Et plus on s'ouvre à la globalité, plus l'extrémisme disparaît totalement. C'est ça la clé. C'est que toutes nos attitudes extrémistes, elles ne sont là que lorsque nous sommes personnellement centrés sur nous. Dès qu'on se décentre, dès qu'on est à nouveau relié à la globalité, plouf, ça éclate. Ça n'existe plus, ça n'est plus là. C'est dire notre pouvoir au quotidien. Si on est capable, si on pouvait être capable de maintenir sans arrêt cette qualité d'unité, cette qualité de globalité, si on pouvait véritablement maintenir l'ouverture, mais ce serait génial. Il n'y aurait plus du tout d'extrémisme. Et n'oubliez pas que cette qualité positive agit sur le monde entier. C'est pas vous qui, personnellement, dans votre vie, momentanément, vous êtes de cœur, donc plus extrémiste, et puis ça s'arrête là. Non, non. Là aussi, ça agit sur tout le monde. Donc n'oubliez pas que nous avons le pouvoir de changer le monde à chaque instant. C'est nous qui choisissons. On est de cœur, on est extrémiste. On est centré sur nous, on est centré sur l'ensemble. Et alors on va dire, ben alors, à partir de là, on trouve de nouveaux idéaux. Oui, c'est vrai que l'idéal du vivre ensemble est un idéal très intéressant, un idéal beaucoup plus subtil. Mais peut-être qu'il serait temps maintenant, puisque le rayon 6 s'en va, de passer à la suite. Peut-être qu'il serait temps pour nous maintenant de remonter à l'idée. Arrêtons d'avoir des idéaux, ayons des idées. Cherchons quelles sont les idées fondamentales, quelles sont les idées utiles pour l'humanité. Prenons des idées, pas des idéaux. Ce qu'il faut que vous voyez, c'est que comme l'idéal est toujours relié au corps émotionnel, tous les idéaux provoquent toujours des bagarres. Il n'y a jamais d'unanimité. Et ça, on s'en rend compte qu'un jour, mais on a tellement tous, comme je vous disais tout à l'heure, notre définition du bonheur, on a tellement tous, finalement, chacun nos idéaux. Comment faire l'unanimité? On ne peut pas. Alors, on se met à rêver, mais comment est-ce qu'on pourrait tous avoir un idéal qui fasse unanimité? Ça s'appelle une idée. Si vous remontez comme ça progressivement et vous faites de synthèse et que vous remontez, vous apercevez que vous quittez le corps émotionnel, vous remontez dans le corps mental abstrait et vous trouvez l'idée qui est à l'origine de multiples idéaux. Une idée donne des milliards d'idéaux parce qu'on est des milliards de personnes. L'idéal, c'est ce que chacun fait des formes de l'idée. Donc à un moment donné, si on veut retrouver l'unanimité de tous, alors il faut que nous quittions nos idéaux et que nous remontions à l'idée. C'est ce que font tous les scientifiques. Tous les scientifiques sont absolument unanimes sur les lois fondamentales.
Ils ne se battent pas. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nationalité, ils sont absolument d'accord. Ça fait unanimité. Et regardez qu'il y a certaines idées qui font aussi unanimité. En tout cas, pour beaucoup de personnes, que ça a été signé. Prenez par exemple le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ils sont doués de raison, de conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Voilà une idée. Ça peut paraître un petit peu froid comme ça, mais vous voyez quelquefois les idéaux s'en emparent. Et quand on commence à dire, bon, il va falloir l'appliquer cette idée, allons, appliquons-la. Mais comme après au niveau des idéaux, ah oui, mais ça je le sens pas. Moi je sens qu'on est libre et égaux, mais pas égaux ou en tout cas en droit. Ou... Non mais agir dans l'esprit de fraternité, non peut-être pas, ou alors, comme ça. En tout cas, et chacun prend sa part, chacun fait sa déformation, chacun reprend l'idée. Et finalement, du côté de l'idole, on s'aperçoit que parfois ce sera appliqué, puis parfois ce ne sera jamais appliqué parce que ça reste complètement déformé et détruit du point de vue de l'idéal. Donc c'est pour ça que vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que c'est le monde des idées qui est créateur. Si nous voulons participer justement à la création d'un nouveau monde, c'est pas en prenant des idéaux. Les idéaux, c'est juste la marche intermédiaire. C'est juste ce qui était nécessaire pour nous pour sortir un petit peu de l'aspect trop formel et commencer à vibrer à certaines valeurs. On les a toujours, on ne va pas les perdre. Mais maintenant, il serait peut-être temps de dire maintenant, si nous avons des choses à dire, c'est beaucoup plus au niveau de l'idée. Quelle est l'idée fondamentale ? On n'a pas forcément à être porteur de plein d'idées, on ne peut pas. Mais si déjà il y a une idée à laquelle on tient, une idée qui nous paraît importante et dont on peut être le diffuseur, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est comme ça qu'on peut aider le monde à changer. Et plus nous indiquons la voie vers les idées, plus ça indique aussi la voie pour tous ceux qui sont encore dans les idéaux et qui progressivement vont remonter par là. Et là, c'est vraiment le monde de la paix. Là, c'est vraiment le monde de l'unanimité. Parce que l'idée, elle est unanime pour tous. Je vous propose de méditer là-dessus.